Bonjour Gilbert. Bonjour Florence. Déjà une semaine d'écoulée. Quelle semaine? Quelle semaine? Alors justement, qu'est-ce que vous avez noté, vous, cette semaine Bah, dans D'abord, l'actu? je note Oui, de dire pardon. bonjour à nos amis. Hein. Effectivement. Voilà, quand même, bon, bah, vous ne le roulez pas, C'est le stress, elle est très Gilbert. fatiguée par les vacances qu'elle a prises. Bonjour, chers amis, et à vous qui nous rejoignez, et puis très chers ennemis, surtout à vous qui nous rejoignez. Nous allons aujourd'hui évoquer, bien évidemment, ce terrible procès des attentats, qui est au cœur sanglant de l'actualité. Et puis nous parlerons quand même, parce qu'on ne peut pas ne pas en parler, des questions que Éric Zemmour pose, hein, avec le CSA qui veut comptabiliser son intervention, sa relaxe pour les propos qu'il aurait tenus à caractère raciste, et puis sa présence. Hein. Et après, on évoquera avec une infinie tristesse, une nostalgie digne de la dernière séance et de la belle musique qui l'accompagnait. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, notre cher Belmondo, Bébel. dit Bébel. Hein. Et voilà, donc on va essayer d'évoquer cette semaine qui se termine sur une note un peu triste. Hein. Mais bon, comme dit la mort, c'est la vie. Hein. Oui. Alors, entre-temps, Jean-François et Ange nous ont rejoints et vous saluent également. Salut Ange, Oui, c'est un prénom qui accompagne Belmondo. oui, espérons-le. Alors, déjà, je voulais rappeler à ceux qui nous suivent qu'ils peuvent nous retrouver sur Telegram et également sur le site internet gilbertcollard.fr. Voilà, elle avait complètement oublié de vous le dire, mais elle s'en est rappelée, c'est pas grave. Les effets de l'âge sont redoutables. Merci Gilbert, c'est très sympa. Et elle a toujours le masque, vous avez vu. Hein, voilà. Oui. Moi, je Oui. pense qu'à mon avis, quand plus personne ne portera le masque, elle continuera à le porter. Mais là, elle aura peut-être des palmes et un tuba. Non mais Gilbert, le delta plane. Le delta plane. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Voilà, ouais. Bon. Alors, allons-y. Alors, 6 ans se sont écoulés depuis les attentats du 13 novembre. Le palais de justice de Paris accueille le procès. Alors, voilà vos premières réactions. C'est un moment que j'ai connu, hein. Bien sûr pas dans cette proportion gigantesque, hein, puisque nous avons là 130 victimes, 430 blessés et 1800 parties civiles. Bon, j'ai connu le procès du Temple solaire, j'ai connu le procès Barbie, qui étaient aussi des procès de grande ampleur, hein. Mais là, vraiment, on est dans un procès colossal. Parce qu'il y a d'abord ce traumatisme que ces attentats ont commis, et ensuite le nombre de victimes et de parties civiles. C'est donc une audience qui va durer, je crois, sauf erreur de ma part, 9 mois, ce qui est quand même beaucoup. Est-ce que c'était utile de faire durer ce procès aussi longtemps? Oui, parce que chaque partie civile va être entendue, on lui accordera une demi-heure, ce qui pour certains paraîtra très peu, parce que quand on a tant attendu pour parler, on voudrait pouvoir parler sans s'arrêter, parce qu'on a un peu l'impression quand on évoque comme ça le drame de faire un peu revivre en mémoire les morts. Voilà, c'est une dimension psychologique que malheureusement on n'intègre pas mais qui existe. Hmm. Et 6 ans après les faits, justement, qui va-t-on juger et que risquent les accusés? Il y a le fameux Abdeslam, dont je ne peux pas prononcer le nom convenablement. Ça doit être un problème psychanalytique chez moi. Hein. Et puis ses complices, lui, il est directement impliqué dans les attentats. Les autres aussi, mais ils sont jugés comme complices dans le cadre de l'association de malfaiteurs pour crimes terroristes. Ils encourent la perpétuité pour l'un, des peines de prison pour les autres. Enfin, de toute manière, le maximum de la peine qu'on puisse purger en application de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est 30 ans, hein, 20 ans, 30 ans. Bon, donc, au regard de l'éternité des morts, cela paraît peu de choses.
Alors, Régis Servet dit, lui, bonsoir Gilbert, peine de mort, point barre, pensons au mal qu'ils ont fait aux familles. Alors, que pensez-vous justement, la peine de mort? Alors, quand Robert Badinter, dans son magnifique discours à l'Assemblée, avait plaidé pour l'abolition de la peine de mort, il avait, je crois, je ne voudrais pas faire d'erreur parce que je n'ai pas vérifié, mais je l'ai lu, et je répète ce que j'ai lu. Je crois qu'il avait placé une restriction en ce qui concerne les crimes terroristes. Là, il pensait qu'on pourrait éventuellement appliquer la peine de mort. Moi, je suis un adversaire de la peine de mort. Je l'ai toujours été, et je ne changerai pas d'avis, mais en revanche, je suis pour une détention perpétuelle irrévocable. Je veux dire que lorsque la cour d'assises condamnera Abdeslam à la réclusion criminelle à perpétuité, il doit finir ses jours en prison. Il n'est pas question pour moi qu'il puisse un jour retrouver la liberté. C'est inconcevable, c'est impossible. Et je pense que si les victimes avaient la certitude que le terroriste, l'assassin, l'horrible criminel purgerait toute la peine, c'est leur peine à elles qui serait moins lourde. Mais on se dit, il se peut qu'il y ait au fil du temps des aménagements, allez savoir peut-être des grâces médicales. Non. Non. Donc, non à la peine de mort, oui à la perpétuité réelle, indiscutable, irrévocable. Irrévocable. Alors, Salah Abdeslam est au centre du procès. Qui est-il en fait? Est-ce que vous le connaissez un peu? Vous avez lu des choses sur son parcours? Non, ça je ne le connais pas du tout. Je sais simplement que, pour ce que j'ai pu en lire, que c'était un petit délinquant, mais comme souvent, ces terroristes, hein, ce sont de petits délinquants qui glissent de la petite délinquance à la grande criminalité. Et on l'a pas arrêté tout de suite. Il a pu, comme vous le savez, se réfugier en Belgique. C'est le seul membre du commando qui a été arrêté. Il avait une ceinture d'explosifs autour de la taille. Il n'a pas fonctionné. Alors, n'a-t-elle pas fonctionné ou n'a-t-il pas voulu qu'elle fonctionne au dernier moment? S'est-il ravisé? Allez savoir. En tout cas, bon, ce qui est certain, c'est qu'il était du côté de Molenbeek, en Belgique, et que, incroyable mais vrai, là la réalité dépasse la fiction, il a été en Belgique interviewé par un journaliste de la radio-télévision belge. Et là, il se plaignait déjà. Tiens, il n'a pas attendu d'être devant la cour d'assises pour se plaindre. Mais on a la version ça vaut le coup d'écouter. Hein. Voilà. Certains automobilistes sont arrêtés à chaque contrôle, comme ces 3 jeunes de type maghrébin. Avec le cousin, c'est le troisième contrôle. Franchement, on a trouvé ça un peu abusif. Hein. Mais on a compris un petit peu le sens. Le pourquoi en fait. Après, on a su le pourquoi. Voilà. Vous avez remarqué que déjà, il se plaint, il laisse entendre que c'est un peu le délit de sale gueule, quoi, qu'on respecte pas les droits de l'homme en fuite, quoi, pratiquement. Non, mais c'est quand même une époque où on se rend compte que tous nos instruments nobles de défense des droits de l'homme sont récupérés par l'ennemi et qu'il s'en sert contre nous. Ça devient des droits de l'homme homicides. Il s'en sert contre nous. Mais c'est quand il entre dans la salle d'audience et qu'il commence à dire qu'on le traite comme un chien, qu'on ne respecte pas ses droits, qu'il s'en remet à la justice quasiment divine, hein, mais qui ne s'inquiète pas. Hein. Thémis aussi, c'était une déesse, hein, puis il aura rendez-vous avec elle à un moment donné. Mais je crois qu'on a le témoignage du père d'une victime. Parce qu'on a envie de savoir comment se déroule le procès. Oui, monsieur Jardin, le père de la malheureuse Nathalie qui a été assassinée au Bataclan. Et je crois qu'on peut écouter son témoignage peut-être. Hein. Ouais. À un moment donné, Abdeslam s'est plaint de ses conditions de détention. Oui.
Et au fond de la salle, alors que mon avocat, lui, était au premier rang, j'ai crié que il avait tué 130 personnes, il fallait qu'il réfléchisse avant de ses conditions de détention, d'autant qu'il n'était pas primo-délinquant. Et en ce qui concerne cet individu, j'ai pas l'envie du tout d'être humain avec lui. La seule chose que je puisse faire et attendre, c'est lorsque je vais parler devant la cour et devant le président, c'est lui dire dans quel contexte cet attentat a pu avoir lieu, et que j'aurais aimé que dans le box des accusés figurent messieurs Valls, Le Drian, Cazeneuve et Hollande. François Hollande comme Valls sont des professionnels de la politique. Moi, je m'en suis rendu compte quand j'ai interpellé Valls le dimanche qui a suivi ces attentats sur le quai de la gare du Nord. Il m'a dit, je vous mets entre les mains de mon meilleur conseiller, et puis il a tourné les talons. La seule chose qui l'importait, c'est que je fasse pas de scandale devant les caméras. Oui, Monsieur Jardin, c'est un homme en grande souffrance. Hein. Oui, il n'est pas aimé par les médias. Et pourquoi? Il n'est pas recherché par la bien-pensance, parce qu'il a un discours, j'ai presque envie de dire, brutalement authentique. Lui, il ne dit pas « vous n'aurez pas ma haine ». Moi, vous savez, dans tous les procès que j'ai vécus, où j'étais avocat de victimes, certaines auraient pu dire « vous n'aurez pas ma haine », mais elles ne le pensaient pas. Elles ne le pensaient pas. La justice est une forme évoluée de la vengeance. Hein. Avec une délégation dans le droit tout à fait respectable, bien évidemment, et des formes qu'il faut à tout prix préserver. Parce que la différence entre ces barbares et nous, c'est que nous, on respecte le droit, alors que eux, ils l'assassinent et ils l'utilisent même pour nous mépriser. Mais oui, vous voulez dire quelque chose? J'allais vous dire, ça fait beaucoup réagir ce volet procès. Donc voilà, il y a 3 questions qui se sont enchaînées. D'abord, Christophe Ramos, justement, qui dit « Maître Collard, à quand une vraie justice ?» À quand une vraie justice? Vous comprenez, la justice, quel que soit l'effort qu'elle fera, ne sera jamais à la hauteur de la réparation qu'on attend. Parce que depuis qu'on a supprimé la peine de mort, on ne l'a pas remplacée par une peine de réclusion criminelle réellement à perpétuité. Et cela, c'est dû aux instances européennes qui n'acceptent pas l'irrévocabilité de la peine, qui veut qu'on introduise dans la durée de la sanction un espace humain de réconciliation, qui est toujours possible du reste. Il ne faut pas non plus désespérer de l'être humain, mais c'est faire peu de cas de la souffrance des victimes. Voilà. C'est finalement on a des bons sentiments sur le dos des victimes. Hein. On est bon avec la souffrance des victimes, quand on est charitable avec la douleur des victimes. La justice, elle fait ce qu'elle peut dans la mesure où elle n'est pas réparatrice. Voilà. Et puis ce procès, quels que soient les efforts que le président pourra faire pour entrer dans une approche de la vérité, il n'y arrivera pas, parce que de toute façon, le principal accusé est déjà dans la morgue, dans la provocation, dans le mépris, et que le dialogue sera un dialogue d'affrontement, avec l'obligation pour le magistrat de respecter une certaine neutralité, une certaine tenue, qui fera qu'on n'ira pas plus loin, quoi. Le procès ne servira pas à grand-chose, si ce n'est à être un procès. Voilà. L'utilité d'un procès, c'est un peu une tautologie, ce que je vais dire là, mais elle est pleine de sens analytique. C'est que c'est un procès, un processus d'explication, un déroulement des faits. Vous savez, quand je défendais une victime, et croyez-moi, j'en ai défendu, je me rappelle de la tuerie d'Oriol, hein, où le gamin avait été décérébré à coups de barre de fer, et je pourrais des horreurs vous en raconter. Hein. Je revois cette mère qui avait tué ses 3 enfants. Bon, je veux dire, et quand on se rapproche des victimes, elles disent que
ce qui leur a fait du bien dans le procès, c'est la reconstruction du temps. C'est qu'il y a une espèce de moyen, d'un coup, de maîtriser le temps qui tue, le temps qui assassine, le temps qui éviscère, qui déchire, qui défonce le crâne, enfin le temps de l'horreur, quoi, qui reste une espèce d'immatérialité étouffante, angoissante, et qui, à partir du procès, devient quelque part maîtrisable parce que les choses encadrées procéduralement, presque d'une manière processionnelle, permettent de capter du temps et de maîtriser l'horreur. Voilà. Ça, c'est une dimension que j'ai vérifiée souvent, qui n'est pas dite du reste, hein, et qui n'est possible que si le président est un homme d'écoute et un homme qui maîtrise le temps de l'audience. Et ce n'est pas donné à tous les présidents de cour d'assises, je vous le garantis. Alors, Fabrice, lui, il y a quelque chose qu'il ne comprend pas. Il nous dit, puisqu'ils se targuent, donc les terroristes, d'être en guerre contre les infidèles, c'est-à-dire nous, pourquoi sont-ils jugés dans un tribunal civil? Puisque c'est un acte de guerre, ils devraient être jugés par un tribunal militaire et reconnus comme ennemis de la France. La justice ne serait pas la même pour eux. La justice serait la même. La justice serait la même, la peine serait la même. Alors, il y a très longtemps qu'on demande qu'on applique le crime d'intelligence avec l'ennemi, qui, à mon avis, est applicable. Et alors, il y a des juristes qui disent que c'est un texte qui ne serait pas applicable. Moi, je pense qu'il est tout à fait applicable. Mais tribunal militaire ou pas tribunal militaire, juridiction d'exception ou pas juridiction d'exception, les peines seraient exactement les mêmes. Ah bon. Voilà. Christophe Ramos, lui, vous demande pourquoi ne pas appliquer le cumul des peines comme aux USA? Parce qu'on arriverait à des peines de 110 ans, de 120 ans, mais moi je crois, Christophe, que si on arrivait à obtenir une peine réelle de perpétuité, si on avait la certitude que, une fois la peine de la prison à perpétuité prononcée, et qu'on soit certain qu'elle ne puisse pas être modifiée, les victimes seraient quand même quelque part rassurées. Mais l'idée que la peine peut ne pas aller jusqu'à son terme est de nature à leur donner l'impression qu'on les trompe, voilà. Et on les trompe, parce que le verdict de la cour d'assises n'est pas respecté finalement. La volonté populaire de la peine, telle qu'elle est prononcée, n'est pas respectée. C'est là encore une violation de la volonté populaire. Alors, votre ami Dupond-Moretti a déclaré « La France entière va regarder ce procès, le monde entier va regarder ce procès ». Ça vous inspire quoi, cette déclaration? On n'a pas le droit de tenir des propos aussi mégalomaniaques quand il s'agit d'abord et avant tout de penser à la souffrance des victimes. Ce n'est pas un spectacle, la justice, Dupond. Ce n'est pas parce que durant tout le temps de sa vie d'avocat, il s'est donné en spectacle, tardivement du reste, parce qu'il y a eu des années et des années pendant lesquelles on n'a pas parlé de lui. On a commencé à parler de lui au moment du procès d'Outreau, où il était avec beaucoup d'autres avocats, notamment Maître Berton, qui aurait mérité autant de publicité. Un procès, c'est pas du cinéma. Et je trouve qu'un ministre de la Justice qui parle comme un impresario, ce n'est pas une bonne chose. Il faut penser d'abord et avant tout aux victimes. Alors, l'audience, il lui faut de la publicité parce qu'elle est publique. Et que le public doit être informé. Mais de là à en faire une hypertrophie médiatique, c'est vraiment pas nécessaire. Et on a l'impression qu'il y a eu beaucoup de moyens de sécurité déployés pour ce procès. Est-ce que vous diriez que la menace terroriste est justement plus forte en France, là, pendant ce... Alors d'abord, il faut dire que je le tiens de monsieur Jardin, le papa de la malheureuse Nathalie, qui me le disait ce matin, dans une interview du reste qu'on a diffusée, qui est bouleversante. C'est très bien organisé. Il y a vraiment un encadrement qui est parfait, un dispositif policier qui est remarquable, et les plaignants sont pris en charge. Donc il n'y a rien à dire de ce point de vue-là. Est-ce qu'on peut craindre, pendant cette période,
une résurgence du terrorisme, mais le terrorisme par définition... Darmanin en a parlé, hein, il a dit... Oui, mais c'est pas parce que Darmanin en parle que c'est une vérité. Le terrorisme par définition, c'est l'inattendu. Il ne frappe jamais à la porte pour vous dire « attention, je suis là ». C'est quand on ne l'attend pas qu'il frappe. Chaque fois qu'il a frappé, on ne l'attendait pas. À commencer du reste par la terrible nuit du Bataclan, où on s'est rendu compte qu'il y avait une impréparation absolue, où on s'est rendu compte que les services n'étaient pas du tout adaptés. Oui, parce qu'on se demande comment des attentats comme ceux-là ont pu être possibles. Mais il y a eu la commission d'enquête présidée par M. Fenech, qui a rédigé des conclusions quand même très, très critiques. Hein. Il y avait... normalement, Valls, Hollande, bon, il va venir témoigner, bon, on lui foutra la paix, bon, parce que, bon, de toute façon, il aura la rotondité de son langage politique pour se protéger, mais ça a été vraiment une catastrophe policière, une catastrophe sécuritaire. Rien, malgré les alertes, n'était préparé. Et c'est ce qui a été, du reste, à l'origine du chaos dans lequel le pays, à un moment donné, s'est retrouvé. Vous pensez que ça aura servi de leçon ? Il faut l'espérer. Hein. Faut l'espérer. La question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qu'un procès comme celui-là peut apporter, voilà. Qu'est-ce qu'un procès comme celui-là peut apporter ? Il apportera une sanction. Elle ne sera pas satisfaisante parce qu'il n'y a jamais de sanction qui soit à la hauteur de la mort. Il n'y a pas de sanction qui soit à la hauteur du nombre de morts, de blessés. Jamais. Peut-être que les proches des victimes, dans la demi-heure, c'est une aumône. Hein. Bon, on ne peut pas faire autrement, bien sûr. C'est une aumône. Pendant la demi-heure de parole qu'elles auront le sentiment d'avoir pu dire les mots qu'il fallait dire pour la mémoire d'une fille, d'un fils, d'un père, d'une mère, d'un époux ou d'une épouse. C'est terrible ces moments où les parents viennent parler. On a comme l'impression que c'est une oraison funèbre. Parfois c'est très bref. Hein. Moi j'ai vu des pères et des mères dire quelques mots, mais ils parlent devant l'assassin. Il faut imaginer ça, ils sont à quelques mètres de celui qui a arraché la vie de l'être aimé. C'est terrible, quoi. Le matin, Nathalie s'en va. Le soir, elle sera au Bataclan parce que son pauvre père lui en a parlé, du reste. C'est, à mon avis, ce qui est le plus cruel pour ce père. Hein. Ça doit le ronger, oui. Et puis, il ne la revoit plus. Et il va aller parler pendant une demi-heure devant l'assassin. Quelle horreur, quand même. Terrible, comme. Vous imaginez ? Terrible. Et alors, ces quelques mots que les parents vont dire en regardant le président, peut-être parfois en se tournant vers l'assassin, ce sont des mots qui saignent, voilà. Voilà, ce sont des mots qui saignent. Et parfois, ça fait du bien, parfois, ça fait du mal. On ne sait pas. Ouais. En tout cas, on a une pensée pour tous ceux qui sont... Il faut les accompagner, les aider. C'est un chemin de croix, si j'ose dire, hein, dans ce monde laïque. Hein. Oui, le chemin de croix existe. Il existe. Bon, Gilbert, en tout cas, je pense à la une de Charlie Hebdo. Ah. Je ne vais pas la citer, oui. Mais elle m'a fait plaisir. Ah, d'accord. Voilà. Je pense que vous n'êtes pas le seul. Je sais pas, mais je m'en fous. Mais moi, elle m'a fait plaisir. On reconnaît Charlie. On est tous. Bon, c'est difficile de faire la transition, mais bon, l'actualité est comme elle est. Revoilà Zemmour. Alors, le CSA le remet dans la course puisque il a décidé donc de demander aux chaînes de télévision de décompter son temps de parole. Est-ce que vous trouvez cette décision normale ? Écoutez, moi je considère que le CSA est en train de devenir une véritable police des médias. Éric Zemmour n'est pas encore candidat, même si potentiellement, évidemment, il le sera. Alors, il y a là deux approches. Bon, il y a une approche factuelle. Il est candidat, il n'y a pas de raison qu'il puisse continuer à s'exprimer en tant que candidat. Et puis, il y a une approche juridique.
il n'est pas candidat. Et si d'aventure il ne l'était pas, non mais, et si d'aventure il ne l'était pas, vous mettriez votre jolie petite main au feu ou votre masque au feu qu'il ne sera candidat, qu'il sait. Vous ne trouvez pas quand même qu'il a une position un peu ambiguë Mais je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire. Je dis que factuellement, on peut considérer sa position ambiguë, mais le droit, c'est pas l'ambiguïté. Le droit, c'est le réel des faits défini juridiquement. Il n'est pas candidat. Que ça plaise ou non au président du Conseil supérieur, bien sûr, c'est toujours un Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et je dis encore une fois, imaginons qu'il ne soit pas candidat, quelle sera l'attitude du CSA? Comment se comporteront-ils? Je veux dire que c'est la loi. C'est la loi. Bon, il les prend peut-être pour des truffes, mais on ne peut pas se permettre. Il est arrivé parfois que des individus soient acquittés ou relaxés parce que, même si on avait le sentiment que ce qu'ils ont fait n'était pas bien, la loi ne le permettait pas. Bon, il n'est pas candidat, même si potentiellement il l'est. Même si on est quasiment certain qu'il l'est, il ne l'est pas. Donc, je ne vois pas de quel droit le CSA se permet de... Alors maintenant, je veux une chose. Quand on voit Mme Raquel Garrido, par exemple, on comptabilise. Oui, il y en a d'autres. Et à un moment donné, Ruth Elkrief, là, quand elle défendait Macron, Votre ami Cohn-Bendit aussi. Et Cohn-Bendit, non, quand je me suis engueulé avec lui, je m'en souviens, oui. Bon, vous en souvenez, il y avait deux représentants là sur le plateau de M. Macron. Il y avait M. Guérini et lui. Bon, attendez, on pourrait en citer plein. Et chaque fois qu'un éditorialiste va prendre position en faveur de Macron, en faveur de Mélenchon, on va comptabiliser. Non, ça veut dire que... Et puis il y en a marre aussi de ces institutions qui sont politiquement nommées. Voilà. Bon, il faudrait une fois pour toutes qu'on coupe le cordon ombilical entre ces institutions et le pouvoir. Et c'est loin d'être le cas. Oui, parce qu'en plus, Zemmour a fait référence à une déclaration qu'avait faite le président du CSA, donc Roch-Olivier Mestre, qui disait qu'il ferait barrage contre tous ceux qui souhaitaient comptabiliser les éditorialistes politiques défendant la liberté d'expression. Ça, il l'avait dit dans le Figaro. Comment est-ce qu'on explique ce retournement il fait le contraire. Zemmour devient dangereux. Il fait voilà, bon, mais je sais pas, il y a Zemmour les rend tous zébulons, quoi. Ils perdent la tête là. À partir de maintenant, il va y avoir un contrôle des éditorialistes. Vous allez voir que le CSA va être saisi parce qu'Apathy aura quelque part étonnant, non, dit quelque chose, ou bien parce que Cohn-Bendit, qu'on voit de moins en moins, du reste, aura tenu tel propos, ou Duhamel, ou Julie, voilà. Il va y avoir une surveillance et une comptabilité, et ça va être règlement de compte au Quai Corral. Alors en tout cas, la journée du 8 septembre, c'était celle de Zemmour, parce qu'il y a eu deux actualités. Ouais. Alors d'un côté, il y avait donc le renvoi, donc j'ai noté moi au 17 novembre, de son procès pour provocation à la haine raciale. Et donc c'était à la suite, vous savez, de ces propos qui qualifiaient les migrants mineurs de voleurs et d'assassins. Et il a été, par contre, relaxé en appel après sa condamnation. Donc c'était en première instance à 10 000 € d'amende pour des propos fustigeant des immigrés. Donc c'était des propos qu'il avait tenus en 2010. Oui, mais là, la Cour d'appel a appliqué la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui considère que si on ne peut pas tenir des propos qui choquent, qui heurtent, qui froissent même la sensibilité, on n'est plus dans une démocratie. C'est exactement la jurisprudence répétée, confirmée, confortée, reprise par la Cour de cassation de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc la Cour d'appel a appliqué le droit, ce que la juridiction de première instance aurait dû faire. Voilà, on est absolument dans le cadre de la jurisprudence habituelle. On risque encore d'entendre parler souvent de Zemmour, j'ai l'impression. En tout cas, il y a quelqu'un qui revient sur le devant de l'actualité, mais peut-être pas comme elle l'aurait souhaité, c'est Agnès Buzyn. Donc vous avez vu, l'ex-ministre de la Santé, elle a été convoquée vendredi par les juges de la Cour de la justice de la République. Elle risque une mise en examen, c'est pas rien. On dirait que la ministre de la Santé soit examinée, ça pourrait lui faire du bien.
Quand je m'étais permis, dans une communication audio, de mettre en cause sa gestion, on m'avait traité de complotiste. Je revois les journalistes qui avaient dit « Ouais, Collard, une fois de plus, a tenu des propos complotistes. » Mais là, c'est donc la Cour de justice de la République qui serait complotiste. On va voir. Pour l'instant, elle n'est pas mise en examen, donc présomption d'innocence oblige. Tant qu'elle n'est pas mise en examen, on ne peut strictement rien dire. Mais quand même, on peut dire que c'était pas forcément complotiste que de se poser quelques questions légitimes. Et vous pensez qu'il y aura d'autres personnes qui risquent d'être mises en examen ? Je pense que oui, je pense que oui. Alors, quand même, il faut que je vous dise que dans l'actualité cette semaine, moi, la mort de Bébel, ça m'a fait quelque chose. Alors, je ne sais pas vous. C'est votre époque, C'est gentil. C'est votre époque, c'est votre époque. Il a séduit plein de générations. Moi, je vois des jeunes acteurs quand même qui prennent position en disant oui, ça a été quand même une référence pour nous, etc. Bon, est-ce que vous l'avez rencontré d'abord ? Oui, deux fois. C'est un homme charmant qui transportait une espèce de nonchalance virile. Tiens, la nonchalance virile. Oui. Voilà. Pourquoi aujourd'hui, au moment où il disparaît, a-t-on les larmes de la nostalgie ? C'est dans l'ordre des choses qu'il s'en aille. Oui, malheureusement, on n'a pas trouvé la recette de l'éternité. Malheureusement, le soleil ni la mort ne se peuvent regarder en face. Mais qu'est-ce qui fait que on se sent un peu orphelin ? Parce que c'est ça, quoi. On a l'impression qu'on a perdu, non pas quelqu'un de la famille, non, qu'on a perdu une partie de l'histoire de la famille. C'est très différent. C'est que ces hommes qui s'en vont, Noiret, Jean-Paul Belmondo, et non pas Jean-Pierre, comme dit j'allais vous poser la question. Comme dit la mère Rousseau, la douanière Rousseau, ils emportent avec eux Romy Schneider, et bien d'autres, des noms peut-être aussi qui diraient rien à personne, Robert Hirsch, Charon, ils emportent avec eux un pan disparu à tout jamais d'un art d'être, d'une certaine idée, d'une certaine image, d'une certaine voix, poésie de la France. On se dit, eux partis, les réels témoins de ce qu'ils incarnent dans la mystification cinématographique, eux partis, il ne nous reste plus les témoins. Il nous restera les films, bien sûr. Mais c'est fini, quoi. Le témoin d'À bout de souffle, le témoin de Guignolo, le témoin de Borsalino, le témoin de tous ces films qui disent une époque, qui disent une manière de se tenir, une manière de parler, une manière d'aimer, une manière d'être français. C'est foutu, quoi. C'est fini. Et on a grand-peine de voir ces hommes, ces femmes disparaître. Voilà. Et d'ailleurs, sa disparition a touché non seulement la France, mais l'Europe. Oui, les journaux européens. De presse, Les journaux européens en ont beaucoup parlé. C'est un événement européen, la mort de Jean-Paul Belmondo. Il y a eu de très beaux articles, notamment dans la presse italienne, qui est quand même. Ciao Bébel. Ciao Bébel, qui est quand même la presse du cinéma, quoi. Je veux dire, l'Italie, c'est Visconti, c'est Pasolini, c'est le cinéma, c'est le grand cinéma, voilà. D'autant que même s'il avait une gueule de boxeur cassée, il a tenu aussi des actrices, notamment italiennes, dans ses bras. C'est quoi ce machisme ? Quoi ? Quel machisme ?
Ben non, justement. Il a Je tenu. rebondis sur l'Italie. C'est quoi ça? Non, mais attends. Vous n'auriez pas aimé serrer Sophia Loren dans vos bras Mais j'aurais aimé que Claudia Sophia Loren me serrât dans ses bras. Nuance. Oui, bon. Nuance. Alors, vous savez que on vient de rendre un hommage à Bébel aux Invalides. Mais vous allez trop vite parce que moi j'allais vous dire, vous avez vous aussi rendu un hommage, vous avez salué la disparition de l'As des As. Pourtant quand même, ce fameux oui. As des As avait déclaré à VSD en 2016, je cite, « Franchement, personne ne m'inspire parmi les candidats, mais j'irai voter, je l'ai toujours fait, contre Marine Le Pen et contre tous les extrémismes. » Donc vous n'êtes pas rancunier, Gilbert. Écoutez, d'abord, Bébel, moi je l'ai vu en photo au milieu des légionnaires, avec le képi blanc sur la tête. Alors il peut dire qu'il allait voter contre nous, je ne le crois pas. Képi Bébel. Mais d'un autre côté, il avait parfaitement le droit de ne pas aller voter pour Marine Le Pen, de ne pas aller voter pour nous. Vous croyez que je suis fâché avec tous les gens qui votent pas pour nous? Non, parce que sinon... Non, mais même dans ma famille, il y a des gens qui votent pas de la même manière que moi. C'est pas pour autant que je vais me fâcher avec eux, me disputer avec eux, ou ne pas les aimer. Enfin, quand même, ce sont des choses très différentes. Donc, le fait que Bébel n'aurait pas voté pour Marine Le Pen, le fait que Bébel, s'il avait été dans ma circonscription, n'aurait pas voté pour moi, n'enlève rien au fait que je regrette beaucoup que ce cher Bébel qui aurait voté contre moi ne soit plus là pour voter contre moi. Bon, je vous ai coupé, vous alliez parler de l'hommage qui avait lieu. Vous me coupez tout le temps, de toute façon. Alors, écoutez, j'essaie d'en placer. D'abord, c'est pas moi que vous coupez, c'est la parole. Oui, c'est vrai, on peut le voir comme ça. Bon, est-ce que vous trouvez normal, justement, cet hommage rendu aux Invalides? Moi, je trouve que M. Macron utilise un peu trop les Invalides pour faire sa propre promotion. Bon. C'est lui qu'on voit. Je pense que les Invalides, ça devrait être réservé aux cérémonies militaires. Mais dans le cas de Bébel, il y a quand même une ironie de l'histoire. Ah oui, laquelle? Moi, j'adore l'ironie de l'histoire. J'adore l'ironie de l'histoire. C'est que dans le film, le Guignolo, eh bien, il y a une scène qu'on va voir, j'espère, où au nom du président est, de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais officier de la Légion d'honneur. De jouer au cœur même des Invalides. Donc on peut dire que l'acteur retourne sur les lieux de son talent. Alors je vais vous faire rire, Gilbert, justement. C'est que j'ai oublié ma question européenne. Donc je vous emprunte le papier. Parce qu'en réalité, la question européenne de la semaine va porter sur les paradis, mais les paradis fiscaux. Oui. Donc vous allez voter la semaine prochaine un texte qui a pour objectif, entre autres, la lutte contre l'évasion fiscale. Donc ce texte s'appelle, je le cite, « Rapport sur l'application des exigences de l'Union en matière d'échange de renseignements fiscaux, progrès, enseignements tirés et obstacles à surmonter ». Ouf. Alors, est-ce au-delà de l'intitulé? D'abord, est-ce que vous avez compris la question que vous venez de me poser? Non, je me suis contentée, en fait, de vous citer le nom du rapport. Alors, je voudrais dire à nos amis que quand on aborde la question européenne, il ne faudrait pas vous casser parce que c'est vraiment important. On est complètement réglementé par les questions européennes. Donc, si vous voulez savoir exactement ce qui se passe, il faut savoir comment fonctionne l'Europe. Donc, reprenez votre question en essayant de la comprendre. Donc, en fait, la question est compréhensible. Ce qui est moins compréhensible, c'est l'intitulé du texte. Le texte s'appelle « Rapport sur l'application des exigences de l'Union en matière d'échange de renseignements fiscaux, progrès, enseignements tirés et obstacles à surmonter ». Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le but du texte est de lutter contre l'évasion fiscale. Voilà. Donc, est-ce que c'est une bonne chose? Mais oui, c'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose. Seulement, voilà, c'est le 1000e rapport, je crois, non? Le 100e, le 1000e, c'est le 1000e. C'est le 1000e rapport sur le sujet. Alors, il y en a eu en juin 2020, il y en a eu en mars 2019, il y en a eu en mars 2011. Bon, j'en passe et j'en oublie, donc ça fait pratiquement 10 ans qu'on a vu arriver un texte
qui se nommait, je le cite, parce que moi de mémoire, je suis aussi, incapable de le retenir. Voilà. Écoutez bien, faites un exercice de mémoire. Coopérer avec les pays en développement afin d'encourager la bonne gouvernance dans le domaine fiscal. Alors c'est un humour particulièrement condescendant quand c'est l'Union européenne elle-même qui devrait s'encourager à respecter cette bonne gouvernance parce que on lit dans le Figaro de cette semaine ceci. Les banques européennes, ça vaut le coup quand même de le lire, les banques européennes continuent de privilégier les juridictions exotiques pour y loger leurs profits. Ben voilà, faut pas se gêner. Charité bien désordonnée commence par les autres et bien ordonnée par soi-même. Les principaux établissements du continent enregistrent chaque année, tenez-vous bien, 20 milliards d'euros, soit 14% de leurs bénéfices totaux dans 17 territoires à la fiscalité favorable, comme poésie, Bahamas, exotisme, Caïmans, musique, Jersey. coucher de soleil, Oui. Bahamas, Caïmans, Jersey, Hong Kong, Panama comme le chapeau, comme le canal, Malte, alors moins poétique, mais plus sûr, Luxembourg. Luxembourg, qui a eu quand même pendant très longtemps, qui nous a donné pendant très longtemps un président irréprochable de la Commission. Voilà. Ça, c'est une étude de l'Observatoire européen de la fiscalité. Oui, mais vous êtes critique parce qu'en même temps, effectivement, 14%, mais peut-être que ces chiffres ne veulent pas dire qu'il n'y a pas eu de progrès. Que, après année, peut-être que les profits n'ont pas toujours été les mêmes. Oui, l'espoir fait vivre. Cette étude ajoute, toujours selon le Figaro, que ce taux de 14% des profits n'a pas varié depuis 2014. Alors c'était bien la peine de faire des dizaines de rapports, de les entasser les uns sur les autres, de nous faire crouler sous la paperasserie pour arriver à ce résultat. Et regardez, les États nommés, Malte en fait partie. Malte qui soit Malte qui Malte y pense, voilà. Oui. Et finalement, cette problématique fiscale vous préoccupe réellement ? Ça dépasse bien largement le domaine fiscal. C'est en réalité un problème démocratique. Bon, cet exemple que j'ai donné parmi tant d'autres illustre et explique le désintérêt complet des citoyens pour les institutions et la politique en général. Voilà. En réalité, ils se disent on fait des annonces, on dénonce et on s'en fout. Voilà. Bon, Gilbert, écoutez, encore une fois, la question européenne n'a pas suscité beaucoup de Non, mais c'est bien dommage. Mais voilà, écoutez, la semaine prochaine, on parlera d'un sujet peut-être européen qui sera plus... Ma foi, c'est bien dommage. En tout cas, une petite pensée pour Bébel. Oui. Une grande pensée pour les victimes. Et puis, à la semaine prochaine. Au revoir. Merci d'être de plus en plus nombreux. Oui, ça nous fait plaisir. Retrouvez-nous sur Telegram et sur gilbertcollard.fr. Et n'hésitez pas à nous contacter. Alors vous pouvez, si vous voulez, avant l'émission, s'il y a des sujets qui vous intéressent, des questions qui vous préoccupent de droit, de politique, les envoyer sur l'adresse mail qui vous a été donnée. On y répondra. Merci, bonne semaine, belle semaine et vive la liberté.